Bienvenue dans Game Changer, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui réinventent les règles du jeu dans leur domaine. Nous sommes Fanny et Alexia, fondatrices d'Arcane Experience. Notre métier, c'est de faire du jeu un outil de communication au service des enjeux de nos clients. Nous créons des expériences interactives pour permettre aux équipes de dialoguer, collaborer autrement et transformer les organisations. C'est cette quête de nouvelles règles qui nous a donné envie de tendre le micro à des personnalités audacieuses pour nourrir notre réflexion et la vôtre. Prêt à jouer ? C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Changer. Je suis Alexia Diesoto. Et moi, c'est Fanny Dotzenberg. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui nous manque le plus à tous, le temps. On vit dans une dictature de l'immédiateté. Il faut répondre en 2 minutes, décider en 2 heures et réussir en 2 mois. Si la véritable stratégie de rupture, c'était justement de prendre le temps. C'est le credo de notre invitée, chercheuse en sciences sociales, experte en risques et en crise. Elle a passé 9 ans chez AXA à diriger la prospective. Son job, regarder là où personne ne regarde, à 10, 20 ou 50 ans. De Sciences Po à l'Institut des hautes études de défense nationale, elle a appris à décrypter les crises avant qu'elles n'arrivent. Aujourd'hui, avec sa structure panoramique, elle aide les dirigeants à sortir la tête du guidon, ou plutôt le nez du guidon, pour enfin voir l'horizon. Mais Cécile n'est pas qu'une théoricienne. C'est une virtueuse du violon depuis l'âge de 3 ans, une dévoreuse de livres, elle en lit 1 par semaine depuis plus de 20 ans, et une adepte de l'écriture créative. Pour elle, l'art et la culture sont les meilleurs muscles pour entraîner notre cerveau à anticiper demain et à ouvrir les possibles sur le futur qui pourrait être. Elle incarne de nouvelles règles du jeu en réhabilitant le temps long comme moteur de son action. Oui, on est ravis d'accueillir Cécile Wendling. Bonjour à toutes les deux. Cécile, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, premièrement, ce qui nous intrigue, c'est comment on en vient à devenir spécialiste du temps long, à s'intéresser à ces sujets et à toutes ces dimensions. Est-ce qu'il y a une appétence innée, ou quelque chose que tu as développé au fur et à mesure de tes expériences ? Alors, je dirais que déjà, ado ou jeune adulte, j'ai souvent anticipé pour ma propre vie. Je me posais vraiment la question de où est-ce que je serais dans 10 ans, 20 ans. Mais ce qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est quand il y a eu des grands événements marquants. Par exemple, le 11 septembre. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas pu anticiper ça et du coup protéger les gens qui étaient dans ces tours ? Et ça m'a tellement marqué que j'ai commencé à regarder c'est quoi les outils, les méthodes d'anticipation, comment elles sont utilisées et comment on pourrait peut-être en faire des armes plutôt de paix que de terrorisme. Très bien. Donc il y a à la fois de l'appétence et le contexte qui a fait que tu t'es plongé à corps perdu dans le temps long. Exactement. Et je pense qu'après, petit à petit, j'ai fait mon doctorat, j'ai commencé à lire plus la littérature académique sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons de penser le temps long et qu'on n'était pas, par exemple, égaux face au temps long. Certains ont un cerveau qui fonctionne plus temps long que d'autres. Et puis aussi, selon les pays, on n'a pas du tout la même culture du temps. Pour certains, le temps, c'est complètement chronologique. Pour d'autres, le temps est circulaire. Donc ça change aussi la façon dont on se projette dans le temps. Alors, ça me fait carrément rebondir sur ma prochaine question, mais tu as un parcours académique d'excellence. Tu as fait Cagne, Hippocagne, ESCP, Sciences Po, IE. Avec le recul, est-ce que cette haute intensité intellectuelle, elle t'a appris une manière de structurer ta pensée un peu différemment, justement ? Alors, complètement. Moi, je dis tout le temps que c'est un peu mes semelles dans la vie, que plus on a eu des clés pour comprendre notamment l'histoire, plus on peut se projeter dans le temps long. Ouais. Pour être très clair, souvent, on réagit en se disant comment j'agis tout de suite. Et je trouve intéressant de se dire peut-être au 5e siècle, ou au 11e siècle, ou au 16e siècle, il y a des gens qui ont eu des situations qui ressemblent. Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cela ? Pareil, je trouve que beaucoup de philosophes, même des philosophes très très lointains, posent des grandes questions éthiques face à des choix. Donc pour moi, c'est pas antithétique, c'est pas parce qu'on pense le futur qu'on doit pas s'armer à mieux comprendre l'histoire ou des grands concepts sociologiques, philosophiques. Et en cela, j'encourage les plus jeunes, je sais pas moi, à continuer de faire du latin, etc. Je pense vraiment que pour avoir une profondeur de pensée du demain, il faut une profondeur du pensée d'hier. D'ailleurs, quand on construit des scénarios en prospective, on regarde autant de temps dans le passé que dans l'avenir.
D'accord. Et tu parlais aussi de manière différente de percevoir le temps avec certaines cultures qui auraient une version plus cyclique du coup de l'approche du temps. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que tu as été un peu cherché ou farfouillé dans les manières qu'on a de percevoir le temps dans les différentes cultures? Alors, j'ai regardé ça et j'ai aussi lu, par exemple, les scientifiques, comment des physiciens ou des astrophysiciens perçoivent le temps. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, que je conseille à tout le monde, qui est Le temps autrement, en fait, où on essaie de comprendre comment, par exemple, l'informatique a changé le rapport au temps, qu'est-ce que le quantique va changer notre rapport au temps. Et j'aime bien penser que le temps, c'est un construit social. C'est-à-dire que le temps en soi n'existe pas, mais soi-même, dans notre pensée, dans nos choix de société, on construit un rapport au temps. Et j'aime bien aussi cet exemple, on avait enfermé des gens dans une grotte, ils étaient volontaires bien sûr, avec aucune façon de savoir ni l'heure, ni le jour, voilà. Et on leur a dit, on vous met dans cette grotte 30 jours. Et petit à petit, ils ont eu leur propre rythme temporel au sein du groupe et des individus. Et quand on a ouvert la grotte, ils se sont dit, mais non, c'est pas possible, nous on en est genre qu'au 22e jour, il y a eu 30 jours. Et ce qui était pour moi très intéressant, c'est que du coup, le rapport au temps, il s'était revenu à un temps corporel, entre guillemets. Mmh. Et souvent, les gens pensent que le temps a toujours existé. Mais quand on regarde, par exemple, en France, dans les villages, il n'y avait pas forcément le temps des horloges qui avaient tous le même temps. C'est l'arrivée du train et tout ce qui est télécommunications, poste, etc. Il a fallu un temps. Et donc, on a dit, il va y avoir l'heure de Paris. On va mettre partout des horloges. Comme ça, on sait à quelle heure part le train et à quelle heure arrive le train. Et après, plus on a été dans un échange globalisé, il a fallu une heure plus globale. Et donc, il y avait des débats dans la presse. Nous, on veut garder l'heure de Paris. Et puis, c'est l'heure de Greenwich qui s'est imposée. Et on connaît tous maintenant le méridien Greenwich. Et puis, on regarde, on est à GMT plus 1, plus 2, plus 3. Et du coup, on a la question du décalage horaire. Mais souvent, quand je parle de ça, les gens me disent « Ah bon ? Mais pour moi, non, mais ça a toujours existé. » Enfin, non. Et pareil, je leur dis, mais il y a une époque, il y avait l'horloge parlante. Parce que comment on faisait pour savoir ? Donc, on appelait. Et il y a une comédienne qui a enregistré. Alors, dans 3 secondes, il sera, etc. Et elle l'avait enregistré, genre, jusqu'à, je crois, 2080. Et elle disait, mais moi, ça me fait bizarre. On est en 1980 et j'ai enregistré toutes les heures et toutes les dates. Et en fait, aujourd'hui, on a le téléphone et l'heure apparaît toujours. Donc, on a l'impression qu'elle existe en soi. Et on a évidemment eu la suppression de l'horloge parlante. Mais tout ça pour dire que si on regarde historiquement, même le temps, c'est un construit qui est une notion, en fait. C'est une notion qui est arrivée. Et peut-être que, je ne sais pas, moi, dans 30 ans, on verra le temps complètement autrement. C'est passionnant. Ouais. Surtout qu'en plus, effectivement, on a dû avoir les heures qui étaient bien calibrées pour les arrivées des trains, mais aujourd'hui, on en est à la milliseconde parce que y a plein de choses, notamment informatiques, qui se passent à des échelles de la milliseconde. Donc, ça nécessite d'avoir un temps qui est de plus en plus précis et de plus en plus calibré au fur et à mesure. Même, je dirais, dans tout ce qui est le trading, etc., donc dans le secteur financier, il y a des micro-temps qui sont très importants. Et alors, on voit d'un côté, j'allais dire, cette accélération, et on parle aussi de techno-accélérationnistes, c'est-à-dire des gens qui, par la technologie, vont dans des rythmes extrêmement rapides. Et face à ça, il y a des philosophes comme Hartmut Rosa ou d'autres qui disent, non, faut ralentir, il faut être dans la résonance avec ce qu'on vit, et toujours accélérer ne va pas forcément nous donner toutes les solutions. Et il y a donc, je trouve, en ce moment, un questionnement du rapport au temps. Des gens aussi qui se demandent, mais jusqu'où on va accélérer ? La question aussi des rythmes, par exemple, je ne sais pas, les rythmes de l'innovation ne sont pas forcément les rythmes de la décision. Et donc, parfois, quand les deux rythmes ne collent pas, ça crée des tensions dans l'organisation. Donc non, je pense que le temps aujourd'hui est une notion à explorer, quoi. Totalement. Surtout avec l'essor de l'IA aujourd'hui où tout va encore plus vite. Pendant que tu en parlais, je pensais à mon téléphone qui se met à l'heure tout seul en fait maintenant. Quand on a un changement d'heure, il se met à l'heure tout seul. Et c'est encore une fois une décorrélation de notre rapport au temps finalement. On prend plus le temps de réfléchir à est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce que je suis à l'heure, est-ce que je suis pas à l'heure. Alors ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous parlez avec des très jeunes enfants, ils n'ont pas incorporé le rapport au temps. Ah non. D'ailleurs, quand on leur dit, je sais pas, on parle de Noël ou leur anniversaire, ou je sais pas,
quand est-ce que papy et mamie arrivent. Et donc, je trouve intéressant de côtoyer des enfants parce qu'ils nous mettent forcément dans un autre rapport au temps et questionnent finalement notre propre construit social d'adulte face au temps. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est les personnes très, très âgées, puisqu'en fait, le temps du quotidien n'imprime pas forcément dans leur cerveau, mais ils ont un rapport au temps qui est très lointain. C'est-à-dire qu'ils peuvent, pour eux, se souvenir de leurs 20 ans ou 30 ans avec une précision très, très fine. Donc voilà, après, je pense, en côtoyant des gens d'une façon intergénérationnelle, on peut voyager soi-même dans son rapport au temps, si on joue le jeu de rentrer en résonance avec le temps de cette personne, très jeune ou très âgée. C'est passionnant. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je pensais à ma fille hier, qui me disait... en fait, elle réfléchit pas en termes de temporalité, elle réfléchit en termes de souvenirs. Et elle me disait, tu te rappelles hier quand t'es tombée et que tu t'es fait mal au genou ? C'était il y a 2 ans. Mais pour elle, en fait, elle a vraiment cette notion du souvenir qui n'est pas forcément corrélée avec le temps. C'est passionnant. Alors, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi parce que finalement, les enfants, quand on les côtoie, on a mais dépêche-toi, on va être en retard à l'école, etc. Donc, c'est l'image en fait qu'on leur envoie du temps, un temps qui est quand même contraint. Va te laver les dents, c'est l'heure d'aller se coucher, etc. Alors qu'eux sont dans un autre rythme, ils sont en train de jouer et ils n'ont pas forcément envie d'aller se laver les dents. Et je me suis beaucoup interrogée aussi sur comment on transmet le temps long aux enfants. Et j'ai remarqué que, d'une façon assez classique, c'est les grands-parents qui jouent ce rôle, ou des personnes plus âgées par rapport aux enfants, qui leur montrent, je ne sais pas, un rouet, enfin des objets qui n'existent plus aujourd'hui. Après, j'ai aussi remarqué qu'il y a un vrai questionnement sur les parents en disant « mais moi, je ne sais pas trop comment donner cette image du temps long parce que moi-même, pour moi, l'avenir, c'est horrible. J'ai peur du changement climatique, j'ai peur de la guerre, j'ai peur que mes enfants vivent moins bien que moi. Donc, comment transmettre cette vision du temps long qui, pour moi, est très importante parce que l'enfant se dise « mais moi, j'ai envie d'être où dans 10 ans ?» Ça construit aussi son appétence, ce qui va l'animer. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il y a une première façon qui est, par exemple, de montrer la nature aux enfants. Parce qu'ils peuvent voir que la nature, ça pousse, ça met du temps, ou c'est comme la pâte à crêpes qu'il faut faire reposer. C'est comme le fait qu'un bébé, il n'y a pas tout de suite le gros ventre de la maman. Enfin, il y a plein de choses. Reconnecter à la nature permet de faire ça. C'est aussi faire parfois des petites capsules temporelles, c'est dire à son enfant, ben voilà, on va faire une petite valise et quand il y a des dessins que tu aimes bien ou un coquillage que tu as ramassé, au fur et à mesure, on les met dans la petite valise et cette valise, on l'ouvrira quand tu auras 20 ans. Mais par exemple, ça fait un petit voyage dans le temps où on se dit, ah mais tiens, ça alors, c'est vrai qu'on se donne un message à soi-même et que ce qu'on vit aujourd'hui sera peut-être le souvenir de demain. Totalement. Et voilà. Et je conseille aussi le livre... pour enfants, il y a plein de livres pour enfants sur le temps. Je pourrais donner des références, voilà, où ça aide aussi l'enfant à se projeter dans le passé. C'était les dinosaures, je sais pas moi, les pyramides d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui et puis demain. Carrément. Ça, c'est super, toutes ces réflexions. Et du coup, pour toi, donc on a dit aussi que ton parcours, il avait été notamment chez AXA, donc tu as été dans les grands groupes à la direction de la prospective. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à lancer ton activité aujourd'hui ? En fait, ce que je trouve le plus intéressant aussi dans le temps, c'est l'autonomie, la créativité et la liberté. Et je pense que ce que j'expérimente, qui est très très nouveau pour moi, c'est justement de me dire chaque jour, finalement, le temps, c'est presque la donnée ou la ressource la plus précieuse que j'ai. Et finalement, on a tous une durée de vie limitée, enfin, c'est terrible de le dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus précieux si ce n'est le temps ? Et du coup, on peut avoir le choix de à qui on donne son temps, à quoi. Voilà. Après, c'était pour moi pas du tout facile ce changement. D'abord parce que AXA, c'est une boîte auquel je suis attachée. J'ai vraiment beaucoup aimé y travailler. Et surtout, pour moi, c'était vraiment la boîte de temps long. Parce que quand on est dans l'assurance, on doit donner un prix pour assurer, je sais pas moi, vous, quand vous conduisez votre voiture, alors que peut-être vous aurez un accident dans 10 ans, 20 ans, ou peut-être au contraire, vous n'aurez jamais d'accident, jamais de problème. Et donc, le métier de l'assurance, c'est vraiment le temps long. C'est de pouvoir anticiper. Et donc ça m'a vraiment fascinée. Et j'avais peur en partant, évidemment, du vide, de que tout d'un coup, parce qu'il n'y avait pas un agenda, des réunions, etc., de me dire, en fait, ça va être le vide. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a jamais de vide. Et que le temps, justement, ne rien faire ou s'ennuyer, c'est aussi ouvrir des nouvelles pages de temps qui nous montrent plein d'autres possibles. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on n'a plus ces vides. Quand je vois des gens dans le métro, etc., c'est rare de voir quelqu'un qui est juste dans le vide, en fait, comme ça.
Et comment est-ce qu'on redonne place, même en entreprise, finalement, à ces temps, que je dirais des temps de non-travail, enfin qui ont l'air des temps de non-travail, mais en fait où il se passe des choses dans notre cerveau et qui vont nous permettre d'agir peut-être plus en conscience dans nos choix. Cela dit, je n'opposerai pas non plus, entre guillemets, le petit navire et les grands groupes, parce qu'aujourd'hui, je travaille pour des grands groupes, et les grands groupes travaillent avec des gens comme moi, et je pense que c'est aussi 2 regards qui peuvent se compléter. Mais du coup, tu as d'abord quitté AXA et ensuite lancé ton entreprise ? Ou est-ce que tu as lancé ton entreprise pendant que tu étais encore chez AXA ? En fait, pendant des années, quand j'étais chez AXA, je me posais toujours la question de « et si un jour je crée mon entreprise ?» Mais je pense que j'étais dans une situation très confortable, avec des collègues avec qui j'adorais travailler. Et donc, c'était pas... comment dire ? C'était en arrière-plan. Ouais. Je pense qu'il faut maturer les projets et qu'ils ne viennent pas du jour au lendemain. Voilà. Après, il s'est passé des tas d'événements aussi dans ma vie personnelle qui ont fait qu'à un moment, c'est devenu je sais pas, la logique. Il y a quelque chose qui a percolé et qui fait que c'est né. Et en ça, j'ai envie de dire aux gens, le temps long, c'est pour vous aussi. Et donc, il peut y avoir des moments dans votre vie où vous sentez que quelque chose pousse ou germe en vous. Écoutez ça. Et c'est pas forcément pendant 3 mois. Et moi, j'aime bien dans mes carnets, parce que j'écris des carnets au travail, j'ai, comme tout le monde, un peu des to-do, genre ce qu'il faut que je fasse cette semaine, mais j'ai mis aussi à la fin de mon carnet des to-do pour, j'allais dire, dans 2 ans, dans 10 ans, des choses que je veux avoir fait. Et je pense que ça m'aide à me dire finalement ça, est-ce que c'est important ? Ou bien dans une journée, si je veux un truc que je trouve difficile, je me dis, attends, dans 5 ans, tu t'en souviendras de ça ? Non. Bon, ok, c'est peut-être moins important. C'était peut-être pas si difficile. Donc, prendre cette perspective, c'est pour la société, mais c'est aussi pour soi dans son quotidien. Ouais. Donc, c'est un peu, du coup, te donner une vision toujours de ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es en train de le faire et dans quel but ça va être. Je pense, oui. Et puis, c'est accepter que parfois, on ne sait pas, mais qu'on teste des choses. Pour moi, par exemple, l'écriture, j'aime beaucoup écrire. J'ai testé des romans jeunesse, parce que j'aimerais beaucoup un jour publier un roman jeunesse pour enfants. Et puis, finalement, avec ma société, je me suis rendu compte ces 3 dernières années qu'on attendait surtout, justement, un livre sur le pouvoir du temps long. Donc, finalement, j'ai bifurqué. C'est pas que je vais jamais écrire un livre pour ados. Je garde ce gros projet et je garde toute cette écriture. Mais je me suis dit, en ce moment, il me semble que la question du pouvoir du temps long est presque une urgence, entre guillemets, de partager ça. Et donc, je trouve qu'on peut finalement cumuler différentes échelles de temps. Et parfois, se dire, ce projet, je le garde, mais peut-être pour un autre moment de temps. Et voilà. Et je trouve pas mal, finalement, de naviguer les échelles de temps. Et je pense que quand on est un décideur, finalement, c'est ça. C'est réussir à naviguer les échelles de temps et admettre qu'il y a le temps de la semaine, du mois, de l'année, mais aussi des 10 ans. Et transmettre ça aussi aux équipes, je pense que c'est important. Ça me fait penser au diagramme de Gantt. Vraiment avec cette échelle des différents niveaux de projets qui avancent et qui se répercutent les uns les autres. Tu sais que quand... avec Fanny, on a lancé notre entreprise il y a 11 ans et on était collègues. On travaillait ensemble dans une agence de communication parisienne et ça faisait quelques mois qu'on se disait, et si on lançait notre entreprise, et si on se lançait ? Et en fait, on était pris dans un espèce de torrent de travail, en fait, où quand on rentrait le soir, on n'avait pas forcément envie de travailler sur un autre projet. Et un jour, Fanny, elle a eu une réflexion très éclairée. Elle m'a dit, il faut qu'on parte. Partons, arrêtons ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on prenne le temps. On n'avait rien, hein. On n'avait strictement rien comme projet, à part juste l'envie de travailler ensemble. Et elle m'a dit, viens, on part, on quitte tout et on prend le temps de construire notre projet parce que tant qu'on sera accaparé par autre chose, on ne trouvera jamais le temps de le faire. Et à partir du moment où on a quitté notre job, c'est là où le projet a pu se construire et on a passé des temps à réfléchir et comme tu disais, ces temps où justement il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de business, mais en fait tu penses au reste. Donc ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et une chose qui peut aussi aider les gens à faire ça, c'est de faire une matrice avec important, non important, urgent, non urgent. Et je pense que moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidée en disant finalement, il y a les choses urgentes et importantes. Il y a des choses urgentes non importantes et il y a des choses importantes mais non urgentes. Et ça, par exemple, c'est vraiment ça, les choses importantes non urgentes, comment on leur redonne un espace. Exactement. Et après, ça veut dire aussi avoir une forme de rigueur dans la gestion de son agenda. Donc, moi, personnellement, je me suis mise à avoir des blocs de temps. Donc, dans ma journée, j'ai des blocs de temps
voilà, pour répondre à un client, pour faire des choses comme ça. Mais j'ai aussi des blocs de temps, par exemple, pour écrire. Parce que sinon, le livre ne sera jamais écrit et ce temps de construction, d'écriture, n'apparaîtra jamais. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est, par exemple, avec ChatGPT, l'écriture peut se faire en 1 seconde, mais finalement, est-ce que c'est votre propre écriture ? Est-ce que vous l'auriez écrit comme ça ? Et ce que j'essaie de faire par les ateliers d'écriture, c'est redonner aux gens la conscience de comment eux écrivent. Est-ce qu'ils écrivent au passé, au futur ? Est-ce qu'ils font des phrases courtes, des phrases longues ? Est-ce qu'ils mettent beaucoup de points d'exclamation, beaucoup de 3 petits points ? Et je pense qu'aujourd'hui, renouer avec son écriture, c'est aussi renouer avec sa singularité. Or, ce qui fait la valeur d'une entreprise, pour moi, c'est aussi son capital cognitif. Et son capital cognitif, c'est toute la singularité des cerveaux qui l'occupent. Et finalement, si toute l'entreprise écrit à la seconde un modèle d'écriture qui vient d'un modèle d'intelligence artificielle, finalement, quelle place on peut redonner à cette singularité et à renouer avec sa propre écriture. C'est vrai que c'est un pas de côté, c'est vrai que ça demande une temporalité, parce que du coup, on ne va pas écrire dans la seconde, mais est-ce qu'on a envie ou pas, pour soi-même, et j'allais dire pour son propre capital cognitif, de garder des plages de cette temporalité-là ? C'est sûr que les 2 processus n'ont rien à voir, puisqu'il y en a un où c'est une vraie production, où finalement on ne sait pas ce qu'on va obtenir à la fin, puisque c'est vraiment cette forme de créativité, ou dans l'autre, c'est une commande en fait qu'on passe. Enfin, ce serait comme si on avait demandé à une plume d'aller écrire quelque chose avec une commande qu'on est en train de passer. Donc le processus, in fine, n'est pas du tout le même, effectivement. Et je pense que c'est la même chose pour des images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des images par un outil... il y en a plein, je ne vais pas les citer, où on peut aussi se dire, mais comment moi je dessine ? Est-ce que je dessine petit, grand ? Est-ce que je mets de la couleur ? Et moi, j'ai depuis très longtemps une pratique du carnet de voyage. Et finalement, je trouve vraiment intéressant parce que ce que j'ai dessiné, du coup, j'ai pris du temps. Je me suis assise devant un temple au Cambodge et je l'ai vraiment dessiné. Mais du coup, j'ai une mémoire de ce temple. Je l'ai observé comme jamais. Et souvent, quand je m'arrête, mais même dans le métro et que je dessine, je me rends compte que je vois des trucs qu'en fait, je ne vois pas au quotidien. Et donc aussi, cette pratique, il y a un livre d'ailleurs qui est super, The Art of Noticing, donc l'art de remarquer. Si on met en place des pratiques comme cela, finalement, on change aussi notre regard sur notre environnement. Et la prospective, ça commence par ça, se dire quels sont les signaux faibles dans mon environnement. Ah tiens, c'est intéressant, je n'avais pas remarqué ci ou ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un germe d'un avenir qui va être très différent pour mon entreprise ou pas ? Mais déjà, pour se poser cette question, il faut déjà avoir observé, en fait. Complètement. J'avais fait une fois un travail très personnel en prenant le train. C'était d'essayer de m'imaginer dans toutes les infrastructures du train, tous les métiers qui avaient dû être faits pour pouvoir créer ce train, les infrastructures. Mais en fait, c'était infini. Parce qu'entre l'extraction des minerais pour aller faire la carcasse du train, à ceux qui ont été mettre les boulons, à ceux qui ont fait la tapisserie Et en fait, ça m'a pris tout le trajet, effectivement. Mais en fait, c'est vrai que ça pose un autre regard sur la moindre chose qu'on a dans notre quotidien pour pouvoir la remettre un peu en perspective par rapport à tout ce qu'il y a autour et qu'on ne voit pas, quoi, finalement. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un roman jeunesse qui a d'ailleurs cartonné, La Passe Miroir. Ah oui. Et le tome 1, c'est Fiancée de l'hiver. Et donc, on découvre cette héroïne. Quand elle touche un objet, elle voit qui l'a touché juste avant et elle peut remonter jusqu'à qui a créé l'objet, comment... Et voilà. Et donc, elle est obligée de porter des gants, déjà, pour respecter la vie privée des gens, puisque tout le monde touche plein d'objets. Mais surtout, elle est archiviste et elle a, finalement... elle n'a pas nos angles morts, qui est de croire que l'objet a toujours été là. Elle peut repartir en arrière. Et de la même façon, on pourrait se dire, mais cet objet, où est-ce qu'il sera dans 10 ans, dans 20 ans ? Comment est-ce qu'il est recyclable ? Est-ce que je vais le transmettre à mon enfant ? Voilà, donc c'est intéressant parce que ça donne aussi un autre regard sur l'objet, effectivement. Moi, ça m'a fait penser que on a tendance à se souvenir de ce qui nous a marqué, soit physiquement, soit émotionnellement, mais plutôt négativement. Et ça m'arrive parfois de me poser et d'essayer de me dire « Tu te rappelles où t'étais en 2017 ? Qu'est-ce que tu faisais en 2017 ? Oh, 2017, c'était une année difficile, j'ai fait ça. » Et en occultant vraiment tout le reste. Et l'exercice que moi, j'ai entrepris en 2026, c'est d'essayer de faire un bilan mensuel. Donc c'est peut-être encore trop mensuel, il faudrait peut-être que je le fasse en journalier ou en hebdomadaire, je sais pas, mais de faire pas forcément un journal de gratitude, mais qu'est-ce qui m'a marqué,
qu'est-ce que j'ai fait pour moi, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai vu, et pour garder une trace justement de ce qui s'est passé, pour éviter de me dire, j'ai l'impression que 10 ans sont passés à une vitesse folle et j'en garde aucun souvenir. Alors c'est très marrant parce qu'en ce moment, il y a une sorte de buzz sur les réseaux sociaux qui est où est-ce que j'étais en 2016. Ouais. Et alors j'entends des gens qui discutent là-dessus, certains qui disent « Oh là là, mais comment j'ai changé en 10 ans, mais à l'époque j'habitais bidule, j'étais avec machin, je faisais ci, et voilà. » Et d'autres « Ah bah non, mais moi, il n'y a rien qu'à changer. » Voilà. Et donc je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance actuellement. Oui, je connaissais la trend, mais je ne sais pas d'où elle sort. Ouais. Et donc ça m'interpelle et je trouve ça très intéressant. Ouais. Et pareil, il y a des gens qui à une époque jouaient, pareil, c'était à la mode, c'était des petits logiciels qui vieillissent. Donc, en fait, on voit son visage 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que ça fait à cette personne ? Qu'est-ce que ça fait de s'être vu comme ça ? Est-ce que ça change le rapport finalement au présent ? Ouais. Ah bah moi, quand je me vois à 80 ans, ça change mon rapport au présent. Je peux te dire que je l'aime, ma crème anti-rides tout de suite. Hein. Mais dis-moi, t'as un peu teasé tout ça, mais t'as plein de casquettes, Cécile. T'es chercheuse, t'es prof aussi, tu donnes des cours, t'es consultante, t'es conférencière, t'es musicienne, tu fais du violon depuis tes 3 ans. C'est qui Cécile Wendling aujourd'hui ? Comment tu te définis aujourd'hui ? Alors, il y a un livre que j'aime bien qui est « Tous Centaures ». Et donc, moi, je crois qu'on est tous des personnes hybrides et qu'on a tous plein de casquettes. C'est juste que parfois, socialement, on est rattaché à un poste. Ouais. D'ailleurs, quand on arrive dans une soirée, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Complètement. Alors qu'en fait, la personne, elle fait peut-être bien d'autres choses. Et j'aime bien aussi être surprise. Quand quelqu'un que je côtoie, finalement, je me rends compte que, je sais pas, il entraîne l'équipe de rugby des juniors à côté ou je sais pas quoi, ou bien que la personne parle chinois. Et voilà. Donc, en fait, je crois aussi que les innovations, les solutions d'avenir viennent de l'hybridité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas un rapport au monde, mais plein, que finalement, on trouve des solutions différentes. Et pour revenir à l'exemple du violon, moi, ce qui a beaucoup compté dans ma vie, c'est l'orchestre. Et quand on joue dans un orchestre, c'est pas juste briller moi, je joue fort, je maîtrise ma partition, c'est pas du tout ça. C'est comment chaque pupitre se met au service d'une œuvre. Et quelque part, moi, je le vois, on est passeur de cette œuvre. C'est-à-dire que cette œuvre, elle a été écrite, je sais pas, par Mozart il y a très très longtemps, et on est juste des passeurs de ce Mozart qui a vécu il y a très longtemps pour des gens qui vivent aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on crée collectivement ce son, et comment on crée collectivement ce passage ? C'est un vrai mystère. Et je pense que même par une pratique comme la pratique du violon, qui est d'ailleurs une pratique du temps long, souvent j'ai des enfants qui me disent « Ah, je vais apprendre le violon ». Mais après, au bout de 2 ans, ils me disent « Non, mais j'arrête ». Ben oui, mais en fait, apprendre le violon, c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est toute sa vie. Et si on arrête de pratiquer, il faut réapprendre. Et on peut, à des moments, vraiment beaucoup moins bien jouer qu'on l'a joué avant. Donc, c'est aussi, d'une part, par la pratique, l'école du temps long, mais c'est aussi, par la pratique, un autre rapport au collectif et faire un son tous ensemble. Qu'est-ce que c'est aussi qu'être un chef d'orchestre ? Un chef d'orchestre, c'est une forme de leader qui est très intéressant. Parce qu'il est rien, évidemment, sans tout son orchestre, mais à la fois, selon le chef d'orchestre, on insuffle des choses complètement différentes dans la même œuvre. Donc voilà, donc je trouve finalement que notre hybridité permet aussi de penser la vie professionnelle ou la vie familiale ou la vie d'engagement sociétaux très très différemment. Donc tu es hybride. Voilà, je suis. Mais c'est pas toujours facile, et puis parfois aussi on n'a pas forcément envie de dire toute son hybridité. Moi j'aime bien aussi l'idée qu'on garde des parts de jardin qui finalement sont qu'à nous, et qui finalement nous éclairent, ou au contraire, tout d'un coup, se dire mais quel sens je peux faire de cette hybridation, quoi. Totalement. Du coup, ton parcours, il nous montre vraiment une obsession pour la compréhension des systèmes complexes, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la simplification de tout, alors qu'au final, c'est aussi cette richesse qui est née de la complexité. Donc aujourd'hui, tu sors de tes recherches pour regarder aussi le monde de l'entreprise. Quel est ton regard, du coup, sur notre obsession de l'immédiateté ? En fait, je me dis que parfois, les gens n'ont pas le choix, qui sont dans un cadre. Finalement, si tout le monde va vite autour de vous, si vous n'allez pas vite, finalement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le train et que vous êtes resté sur le quai de la gare. Donc, il y a un truc collectif. Et même si soi-même, on veut, par exemple, ralentir, c'est extrêmement difficile.
Deuxième chose que je trouve intéressant, c'est que les entreprises, certaines sont soit par nature de temps long. Par exemple, j'ai cité l'assurance, mais on pourrait dire toutes les grandes entreprises qui font de l'infrastructure. Si vous faites un aéroport, une gare, si vous faites une centrale nucléaire, etc. Donc, il y a ces entreprises de temps long. Il y a des entreprises qui, je trouve intéressantes, n'étaient pas dans le temps long, mais qui le deviennent. Je ne sais pas, je pense à L'Oréal qui a nommé à son conseil exécutif, son comité exécutif, une femme qui s'occupe de la prospective. Et finalement, les crèmes de demain, c'est peut-être des crèmes pour les années 2030 plus pour la population asiatique, mais en 2100, ce sera peut-être plus les populations africaines, puisqu'en fait, la dynamique démographique, qui est une dynamique de temps long, va impacter aussi les produits. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est toutes les entreprises familiales. Alors, parce qu'en fait, elles sont plus petites, mais elles veulent vraiment transmettre un patrimoine aux enfants et aux petits-enfants. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes raisons de penser le temps long, et que certaines entreprises qui peut-être le pensaient moins avant le pensent plus, ou à l'inverse. Certains qui le pensaient plus avant se disent maintenant, de toutes les façons, comme le logiciel va changer tous les 3 mois, ou même tous les jours, j'ai pas cette logique-là. Donc, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est quand je croise des gens qui sont dans un rapport d'immédiateté, j'essaie de comprendre c'est quoi leurs freins, leurs bloquants pour aller au-delà et penser autrement. Ou au contraire, quand j'en croise qui sont moins dans cette immédiateté, j'essaie aussi de me dire, mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi l'ingrédient qui fait qu'ils sont dans cet autre rapport au temps. Pour penser le futur, tu nous dis qu'il faut se tourner vers le passé. Est-ce que tu as des exemples de leaders du passé qui aujourd'hui ont eu un impact sur le futur? Est-ce que tu as des noms à nous donner comme ça, des histoires à nous raconter? Alors, il y en a plein. D'ailleurs, je pense que pour ceux que ça intéresse, je conseille vraiment la chaîne YouTube qui s'appelle Art et Leadership de quelqu'un qui s'appelle Il va falloir que je prenne des notes pour tout mettre en barre d'infos. Et ce que fait Christian Manjou, c'est qu'il va regarder Roger II de Sicile, il va regarder Élisabeth Ier, il va regarder Bismarck, Churchill, et il va regarder finalement qu'est-ce que ces leaders peuvent apporter dans la réflexion pour des leaders d'aujourd'hui. Par exemple, Élisabeth Ier, c'est quelqu'un qui arrive à faire du compromis. Et il va étudier tous les portraits d'elle dans la peinture et il va montrer finalement l'évolution de cette figure. Ou Roger II de Sicile, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre ensemble la diversité de communautés. Par exemple, à la fois les Normands, les Byzantins. Et donc, dans l'architecture même, à Palerme, on peut revoir des mélanges de différents types d'architecture. Donc finalement, voilà, un leader sur le compromis, un leader sur l'inclusion, la diversité. Toute l'histoire peut nous montrer des exemples vraiment très riches. Et puis, il y a aussi des gens qui me disent « Mais du coup, Cécile, tu nous prépares pour la guerre d'hier. Si tu vas dire moi, j'apprends la Première Guerre mondiale pour penser la guerre en Ukraine, voilà, en fait, oui, il y a des tranchées dans les deux cas, mais finalement, est-ce que tu n'es pas en train toujours de préparer la guerre d'hier ?» Et là, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part ceux qui disent, en fait, on va passer par la fiction, parce que dans la fiction, on peut inventer, entre guillemets, des fausses guerres qui peuvent nous éclairer. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse contrefactuelle. Ouais. C'est-à-dire, si dans le passé, on n'avait pas eu ci ou ça, on aurait peut-être eu un passé différent. Et ce « what if » et si, finalement, comment on peut se projeter dans d'autres « et si » aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a plein de façons, j'allais dire, d'apprendre de l'histoire pour penser l'avenir. Et certains prospectivistes sont historiens de formation. D'autres, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt, par exemple, ingénieurs, et eux vont plutôt regarder qu'est-ce qui fait qu'on a inventé quelque chose. Et c'est quoi les ingrédients de l'innovation. D'autres sont designers, donc ils vont regarder l'évolution du design et qu'est-ce que ça veut dire de l'évolution du design demain. Donc ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que même si on met de l'histoire, là aussi, la perspective historique, on met des lunettes sur le monde et ces lunettes nous font voir des choses différentes à apprendre du passé pour penser le futur. Et question, mais du coup, on dit par exemple la mode est un éternel recommencement. C'est toujours des modes qui reviennent et qui reviennent. Est-ce que toi, après toutes les études que tu as pu faire et les analyses que tu as pu faire, tu te rends compte qu'il y a des cycles comme ça, où il y a des choses qui reviennent systématiquement, que ce soit dans l'histoire, dans la politique Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, vont comparer ce qu'on vit maintenant aux années 30 ou à d'autres périodes de l'histoire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment un cycle, comme on disait en économie, le cycle Kondratiev, etc. Il y a eu vraiment des penseurs du cycle. Ouais. Pas forcément, en tout cas,
après, on peut faire réapparaître des cycles, c'est-à-dire on peut trouver des patterns, des schémas, etc. Mais finalement, je crois beaucoup plus que l'incertitude, la rupture est là. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse anticiper demain en juste répétant un cycle. Justement, la prospective, c'est de dire qu'est-ce qui ferait qu'on dévie de ça pour complètement monter, descendre, arrêter, changer complètement le schéma. Et donc, je trouve intéressant de se dire qu'est-ce qui fait qu'on casse un cycle. Ouais. Donc, tu penses la logique différemment. Et comment marche le processus de prospective? Combien de temps tu mets pour réfléchir à un projet? C'est quoi le parcours intellectuel de la prospective? Alors, pour prendre un exemple très concret, si on se demande, je ne sais pas moi, j'allais dire, entre guillemets, l'avenir des bébés en France, parce que c'est un sujet aujourd'hui, la dénatalité, le fait qu'on n'a plus d'enfants, on va regarder différentes variables. Par exemple, une variable, ça peut être la fécondité. Par exemple, est-ce que les Français sont, je ne sais pas moi, de plus en plus stériles, hommes ou femmes? Voilà, c'est une variable. Mais on se rend compte après que cette variable, ça ne suffit pas. Parce que par exemple, on peut pouvoir avoir des enfants, mais on n'a pas de désir d'enfant. Donc il faut une deuxième variable qui est le désir d'enfant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en a, qu'on n'en a pas? Et du coup, qu'est-ce qui ferait demain qu'on a ou pas ce désir d'enfant? Alors après, les gens peuvent dire, bon, alors ok, là on est bon. Ben non, parce qu'il y a une autre variable qui est le logement. Parce que vous pouvez avoir un méga désir d'enfant, faire des enfants. Ah oui, mais attendez, parce que là, si je peux habiter dans un tout petit espace, je ne peux pas avoir 4 enfants. Donc ça, c'est vraiment, quand on va partir d'un sujet, pour l'éclairer, on va se rendre compte qu'il y a différentes variables. Elles sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les laisser de côté. Et ça, c'est pas toujours les mêmes. Vous êtes obligé de réfléchir à toutes les variables. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un nouveau sujet, l'avenir de l'habitat, l'avenir de la banque, etc., le travail du prospectiviste, c'est de dire quelles sont les bonnes variables à identifier. Pour chacune de ces variables, aller interroger des experts pour dire c'est quoi les différentes hypothèses. Donc, aller voir un démographe, aller voir, je ne sais pas moi, voilà, selon la variable. Et puis, on va avoir différentes hypothèses. Et après, construire des scénarios, c'est généralement un des outils du prospectivisme, c'est de se dire, finalement, quels sont les grands scénarios possibles? Un scénario, c'est une combinaison de variables. Et après, on va montrer ces scénarios. C'est un peu comme dans un bateau, on monte dans la vigie du bateau et on peut dire à celui qui pilote le bateau, il y a plusieurs scénarios. Et sûrement, là, il y a plutôt des pirates. Là, il y a peut-être une île au trésor. Là, il y a peut-être un iceberg, mais on n'est pas sûr. Et ça, c'est ce que permet les scénarios. Et après, le décideur dit, par exemple, moi, je vais être résilient face à tous ces scénarios. Ou bien le décideur dit, alors moi, le scénario 2, mais alors j'espère que ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'y arrive pas? Ou à l'inverse, le scénario 4, mais il est génial. Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans ce scénario? Donc, il ne faut pas confondre la prospective et la stratégie. On fait d'abord la prospective et après, on s'en sert pour faire la stratégie. Et cette phase de design de la stratégie est fondamentale, sinon ça reste un rapport de prospective, c'est-à-dire une analyse, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Un exemple de ça, pour moi, ça a été, on a eu une vraiment excellente prospective sur le changement climatique, on a vraiment tous les scénarios, tous les impacts, c'est quand même extraordinaire. Et finalement, peut-être on n'a pas su mettre en place les stratégies d'atténuation. Et donc, derrière, aujourd'hui, on est contraint à des stratégies d'adaptation. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aider les décideurs à transformer en disant voilà la prospective d'une façon éclairée et éclairante. Et du coup, voilà les options de stratégie et de décision. Après, jusqu'à la décision. Ensuite, moi, ce que je fais pas, c'est la transformation. Or, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que le décideur dit on va là, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est d'emmener toutes les équipes, de transformer. Et là, du coup, il faut vraiment passer le relais à des gens qui sont des experts de la transformation. Et la transformation, ça passe dans beaucoup de choses, également de temps long, des changements culturels, organisationnels, etc. Mais je me rends compte que parfois, le bloquant, maintenant, c'est pas tant la décision, c'est l'accouchement de la transformation. Et parce que je pense qu'on n'arrive pas à donner une vision. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à donner une vision qui donne un peu envie de l'avenir, c'est très compliqué pour les gens derrière de sortir de leur sidération ou de leur peur. Le futur désirable. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voient, je ne sais pas moi, Trump, ils voient Poutine, ou voilà, on pourrait donner plein de choses. Certains sont complètement sidérés. Donc, ils disent, j'arrête d'écouter l'actualité. Non, là, c'est juste plus possible. Certains sont dans le déni. Certains sont... Enfin, là, il y a plein de postures. Et donc, comment en faire une posture constructive qui donne envie de l'avenir, c'est, je pense, une des questions en ce moment des décideurs, c'est une des questions des gens qui essaient de dire qu'est-ce qu'on invente pour demain. Je rebondis sur ce que tu dis sur le changement climatique. C'est vrai que la vision, c'est baisser l'empreinte carbone. Enfin, je veux dire, en termes de futur désirable, c'est quand même
un peu vide, un et peu contraignant en plus. Et contraignant, c'est uniquement basé sur de la contrainte. Mais la vision de comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, qu'est-ce que ça va donner comme modèle de société, il n'y a rien, il n'y a pas un mot là-dessus. Et donc du coup, forcément, on n'a pas envie de se plonger dans une bataille de chiffres, en gros. Donc ça, c'est vrai que... Alors là, il y a aussi la question de passer du chiffre à l'émotion. Et qu'est-ce qui fait qu'on connecte à un chiffre, etc. C'est aussi ce ressenti que l'on peut avoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi l'usage de la fiction ou des séries télé. Je dis n'importe quoi, mais quand il y a eu la série Urgence aux États-Unis, il n'y avait pas assez d'infirmières, ils avaient vraiment besoin de recruter. Et plutôt que dire les chiffres font qu'on voit qu'il n'y a pas assez d'infirmières, Urgence, ça a été là et ça a dit « Ah oui, non, mais moi je rêve d'être, je ne sais plus comment elle s'appelait, Hathaway, ou enfin voilà, l'infirmière de... » Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision de devenir infirmier ou infirmière suite à cette série. Un autre exemple, c'est aussi Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, c'est une série qui montre la DGSE, comment ça peut fonctionner, etc. Évidemment, ça reste qu'une série, mais beaucoup de gens disent que suite à ça, il y a eu des engagements, il y a eu des gens qui ont voulu s'engager. Donc se pose aussi la question de comment est-ce qu'on crée un récit, comment est-ce qu'on donne à voir des émotions, un univers différent et peut-être aussi un avenir différent, qui fait que ça change les choix aujourd'hui des gens. Donc pour moi, c'est pas qu'un chiffre. Je pense qu'effectivement, un chiffre va pas complètement résoudre aucune question. Et d'ailleurs, souvent, on n'a pas le chiffre. Parce que quand on fait de la prospective, comme on dévie d'un schéma connu, on n'a pas la donnée. Donc c'est peut-être aussi apprendre de dire comment est-ce qu'on décide sans la donnée. Or, la donnée, c'est rassurant souvent pour un décideur, c'est quoi les chiffres ? C'est difficile de lui répondre, là-dessus, on n'a pas de chiffres à ce stade. Voilà. Donc c'est aussi avoir le courage de dire, on n'a pas de chiffres, c'est le courage de dire, même quand on a un chiffre, ça ne suffit pas. Et qu'est-ce que ça incarne ? Quel récit ça peut ouvrir ? C'est pour ça que c'est un métier. On ne peut pas faire de la prospective en 2 secondes. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'un prospectiviste peut prendre la décision et peut faire justement ce scénario des possibles, ou est-ce qu'il faut que ce soit 3 entités distinctes pour avoir... En fait, je me dis que si je suis décideuse et que je fais de la prospective, ma prospective va forcément être un peu biaisée. Toi, t'as aucun parti pris dans la prospective que tu fais. Tu vois où je veux en venir ? Alors déjà, la prospective, c'est un art collectif. Ouais. C'est-à-dire que une fois qu'on connaît les outils et les méthodes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'exemple, il faut mettre autour de la table les bons experts. Aussi, ce que je voudrais dire ici, c'est que les experts, c'est pas forcément un académique. Par exemple, si on travaille sur l'avenir du diabète, c'est pas forcément avoir le plus grand professeur du diabète. C'est très bien de l'avoir, mais il faut peut-être avoir, je sais pas moi, le parent d'un enfant diabétique ou quelqu'un qui est lui-même diabétique, etc. Donc il y a ça, il y a un mélange de ce qu'on peut appeler expertise savante et expertise profane. Et c'est ce collectif qui va identifier des choses. Je ne crois pas à, entre guillemets, un gourou du futur. Je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas dire, alors, il va se passer ça. Je ne crois pas du tout à ça. Après, je pense que uniquement ce collectif, animé avec les bonnes méthodes, peut proposer des choses et qu'après, le décideur, face à ça, va pouvoir tirer son miel de ça. Voilà, mais ce n'est pas non plus le décideur tout seul qui peut faire ça. En cela, pour moi, la prospective, elle est participative, elle est inclusive. Après, on peut décider d'avoir un cercle très large ou un cercle plus étroit. Parce que parfois, c'est des sujets très confidentiels, mais même quand c'est un sujet très confidentiel, avoir un cercle étroit, c'est déjà regarder de différentes facettes pour avoir des meilleures décisions. Alors, quand on a préparé l'épisode, tu nous as dit que quand on fait de la prospective, ce ne sont pas forcément nous, les personnes, les game changers, mais ça peut être des tendances, des signaux faibles qui vont un peu nous obliger à réinventer les règles du jeu. Donc, ça peut être en gros un phénomène social au-delà d'un mindset individuel. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un signal faible, une rupture qui pourrait y avoir dans 15 ans, quand on est tous plutôt orientés sur les urgences du trimestre aujourd'hui ? Donc effectivement, il y a les grandes tendances. Par exemple, on sait, je ne sais pas, moi, j'évoquais le changement démographique. Donc on sait qu'on va être une population beaucoup plus vieillissante, ce qui fait que, par exemple, si on pense l'avenir de l'habitat, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'on peut passer avec des ambulateurs, avec un fauteuil roulant. Donc c'est déjà anticipé. Finalement, par rapport à une tendance, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans un schéma de construction de mobilité ?
Donc ça, c'est les grandes tendances. Après, il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc les signaux faibles, c'est des petits éléments qu'on voit arriver sur le radar, mais on ne sait pas si ça va continuer, pas continuer. Pour rester dans votre domaine, parce que vous faites des jeux, par exemple, aujourd'hui, le jouet sort du lot parce que des personnes qui sont adultes, finalement, sont ceux qui consomment du jeu. Très intéressant finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que demain, on va avoir des adultes et peut-être moins des enfants qui jouent, mais on ne sait pas. Donc ça, c'est quelque chose. On le voit juste les 2 dernières années. Est-ce que ça va durer, pas durer ? Voilà. Par contre, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce qu'au-delà de ça, ça nous dit par exemple que, je ne sais pas, moi, on a besoin de plus rire, voilà. Est-ce que c'est une sorte de retour nostalgique, parce qu'on a besoin encore de sentir enfant ? Est-ce que c'est parce qu'on veut créer un collectif, et qu'en achetant un jeu, finalement, on est dans une communauté de joueurs ? Donc voilà. Et donc ça, le prospectiviste va capter ce signal, évidemment en lien avec l'étude, qui est, je ne sais pas, sur le sujet, sinon on ne va pas tout capter non plus, et on va aller creuser. On va dire, tiens, c'est intéressant, est-ce que ça dit quelque chose, ça ne dit pas, etc. Donc voilà. Donc d'une part, les grandes tendances, d'autre part, les signaux faibles. Et après, on les croise pour donner à voir des scénarios possibles. Est-ce qu'il y a une notion de succès derrière une démarche de prospective ? Parce que ton boulot, c'est d'imaginer les futurs possibles, mais il n'y a pas de valeur derrière ces futurs possibles. Il n'y a que la valeur que choisira le décideur à la fin, mais du coup, est-ce que tu peux dire ah ouais, là j'ai visé juste, ou comment ça se passe par rapport au succès ? Alors, je voulais juste revenir sur la question des valeurs. Moi, je pense qu'il faut avoir une éthique du futur. Voilà, donc pour moi, c'est extrêmement important. Et il y a différentes manières de faire des scénarios. Donc, ce que j'ai évoqué là, c'est on va dire des scénarios exploratoires, mais on peut aussi travailler sur des scénarios dits normatifs, c'est-à-dire de travailler avec un groupe en disant c'est quoi l'avenir de rêve sur ce sujet, ou c'est quoi l'avenir qu'on détesterait. Okay. Donc ça, déjà, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à quand est-ce qu'on peut dire qu'on a bien fait son travail ou mal fait son travail. Donc là, déjà, il faut beaucoup d'humilité, parce que parfois, on a sous-estimé certaines choses. Par exemple, elles arrivent plus vite, ou bien elles ont plus d'impact qu'on pensait, ou moins d'impact. Ce que je trouve intéressant, déjà, je trouve que c'est, entre guillemets, plus facile souvent de capter ou de mesurer un impact technologique qu'un impact social. Donc ça, c'est quelque chose qui me travaille. Et je me dis tout le temps, quand je travaille, finalement, comment réintégrer la société dans les scénarios, parce que finalement, l'acceptabilité sociale ou le construit social autour va jouer. Ensuite, deuxième chose que je remarque, c'est qu'il y a certains décideurs qui me disent « Ah non, mais ce scénario, Madame Vanning, il est trop horrible, je préfère pas qu'on le présente. » Et en fait, parfois, ça arrive. Je ne sais pas, j'avais travaillé pour une entreprise sur le monde selon Trump. Et c'était 1 an avant la possible élection de Trump. Et on disait 1 an après ou 2 ans après, où est-ce qu'on pourrait être ? Et 1 an après, ils m'ont rappelé parce qu'on avait exclu un scénario qui leur paraissait vraiment trop catastrophique. Et finalement, sur ce sujet, Trump a fait pire que ce qu'on avait écrit. Et donc maintenant, j'utilise aussi cet exemple quand certains de mes clients disent « Ah mais non, mais ça c'est trop horrible, puis si on dit ça, non, on va démotiver tout le monde, etc. » Comment dire à ce moment-là ? Mais en fait, ça a aussi un sens. Pour se préparer, pour se prémunir, pour être résilient, pour être plus robuste. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui se joue. Donc, vraiment humilité, quoi. Il y a certaines choses qu'on anticipe mieux que d'autres. Parfois, on l'anticipe, mais on préfère ne pas les voir. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Après, on parle de rétrofuturisme. Quand on relit, par exemple, des scénarios dans les années 60 qui racontaient l'an 2000. Et moi, j'adore. Le bug. Voilà, faire ça. Alors, le bug, mais aussi la mobilité. Donc, ils imaginaient qu'il y aurait des voitures volantes, etc. Retour vers le futur. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, on a quand même des drones. Et c'est vrai que les drones jouent un rôle important. Voilà. Donc, on peut parfois se rendre compte que tout n'était pas juste, mais qu'il y a quand même des ingrédients qui, finalement, éclairent quand même les choix qui ont été faits. C'est passionnant. Est-ce que, du coup, il y a une tendance actuelle ou une problématique que toi, tu as déjà décelée il y a 10 ans ? Alors, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais à l'époque, j'avais beaucoup travaillé sur l'avenir de la confiance. Donc, c'est quelque chose d'assez immatériel. Hein. Mais en fait, à qui on fait confiance et à qui on ne fait pas confiance. Et dans le passé, on avait quand même, une confiance dans des grandes institutions. Par exemple, je ne sais pas moi, l'État ou la justice,
je sais pas, la science, voilà. Et il y a eu comme une érosion de la confiance, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop à qui faire confiance. Déjà, il y a les fake news, donc on peut se dire, mais ça c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Deuxième chose, deux médecins qui sont experts peuvent nous dire des trucs, mais très différents. Donc, comment je me soigne ? Voilà, donc en fait, j'ai l'impression que ce sujet sur lequel j'avais travaillé il y a longtemps, finalement, a pris beaucoup de sens. Et aujourd'hui, pour moi, ça reste un gros sujet. À qui on fait confiance aujourd'hui, mais à qui on fera confiance demain. Donc, je trouve qu'il y a comme ça des sujets qui sont, entre guillemets, immatériels, intangibles, mais qui sont vraiment fondamentaux pour se projeter dans des mondes possibles. Ouais. Alors, tu ne proposes pas, du coup, une énième méthode de gestion de projet, mais une véritable bascule, réhabiliter le temps long. Alors, concrètement, comment on fait pour que la prospective, du coup, ne soit pas juste un exercice intellectuel de luxe, mais une vraie stratégie de rupture ? C'est vrai que beaucoup de personnes me disent attends, il faut être un grand groupe comme AXA pour pouvoir se payer sur 6 mois une analyse sur un sujet d'avenir. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça ? D'une part, parfois, on peut être 10 PME et on a la même question. Du coup, on peut mutualiser l'effort, se dire on va se mettre ensemble, juste pour analyser les futurs possibles. Après, chacun en fera, par rapport à son secteur, son business, etc., sa propre stratégie. Mais en fait, on a quand même une possibilité, c'est de mutualiser cette prospective. Donc ça me paraît une réponse intéressante pour dire, voilà, on peut être tout petit acteur et on peut quand même faire ça. La deuxième chose aussi, c'est qu'on peut soi-même, à l'échelle de son territoire ou à l'échelle de son équipe, sans faire une prospective massive avec plein de données, mais quand même se dire, une fois par trimestre, on s'assoit, on regarde un peu qu'est-ce qu'on a lu, par exemple, dans l'actualité, qui nous ont éclairés en disant, mais ça peut complètement changer ce qu'on fait. Ou bien, qu'est-ce qu'on a observé d'un rapport avec un client ? On se dit, tiens, c'est marrant, les clients avant, ils ne nous posaient pas cette question, maintenant, ils nous la posent. Voilà. Et donc, même si ce n'est pas faire une grande étude de prospective, c'est prendre ce pas de côté pour se dire, OK, arrêtons de penser au to-do là, rapide. Qu'est-ce qu'on voit pivoter ? Qu'est-ce qu'on voit changer ? Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire le faire à une échelle beaucoup plus micro. Et après, je dirais la troisième chose, c'est aussi à son échelle individuelle, se poser la question de moi, comment je redonne sens à ce que je fais par rapport à ce que j'essaie de faire dans mon existence. C'est quoi ma raison d'être ? Qu'est-ce que je veux avoir fait de mon existence ? Et finalement, du coup, qu'est-ce que moi, j'incarne de ce temps long ? D'accord, parce que moi j'ai l'impression, à notre échelle de chef d'entreprise chez Arcane par exemple, cette année concrètement, j'ai pas vraiment fait de prévisionnel parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se prend tout le temps une bombe chaque année qui en fait fait que ce qu'on a essayé d'imaginer en tant que scénario normal ne se passe jamais comme ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a encore quand même un sens d'essayer de s'imaginer dans ces futurs ? Alors, c'est pas une échelle de temps long, ça reste une échelle de court terme, mais malgré tout, même ça reste très difficile à anticiper, en tout cas à notre petite échelle à nous. Peut-être qu'il n'y a pas effectivement un scénario clair, mais ce qui pourrait être intéressant pour vous qui faites des jeux, c'est quelles sont les différentes pistes possibles d'avenir sur le jeu. Donc on pourrait dire, moi je sais rien, par exemple, un signal faible aujourd'hui, c'est que le jeu revient dans l'entreprise. Et que comme on a eu une forme quand même très forte de télétravail, la question de qu'est-ce qui fait revenir les gens au bureau, qu'est-ce qui refait lien, il y a eu des articles de presse en disant, sur la pause midi, on fait des jeux de société et en fait, du coup, on découvre nos collègues autrement. Il y a des gens aussi qui disent, les personnes âgées en EHPAD, le jeu peut complètement changer la façon de garder la mémoire, d'être présent, de calculer, enfin voilà. Donc finalement, ça peut être une autre piste. Donc en fait, il n'y aura pas une réponse, mais on peut capter comme ça des signaux et voir qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on n'en fait pas. Donc effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas comment les gens joueront demain, mais on peut capter des petits signaux et se dire qu'est-ce que ça veut dire ou pas pour moi. Et puis aussi, on peut inventer des jeux pour aider les gens à penser l'avenir, pour aider les gens à agir. Donc finalement, le jeu, au-delà de se poser la question de l'avenir du jeu, c'est aussi comment jouer permet d'imaginer différents scénarios. Et donc, il y a des jeux, même collaboratifs, je pense au jeu Pandémie, où finalement, il y a un virus qui est là, et finalement, chacun a des rôles différents, et quels sont les différents scénarios selon qu'on a donné plus de place à telle décision ou telle autre. Voilà, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui peuvent aussi scénariser et donner à voir des possibles.
Tu as l'art, l'imaginaire, la musique ont beaucoup de place dans ta vie. Quand on avait commencé à échanger, tu m'avais dit que tu utilisais vraiment l'art, la littérature comme une salle de sport pour ton cerveau. Tu passes ton temps à imaginer des futurs très très concrets face à ça. Comment tu fais le lien justement entre l'art, l'imaginaire, la musique, qui sont des choses artistiques et peu tangibles, pour imaginer des futurs très concrets? Mais en fait, souvent, les artistes sentent d'une façon presque précurseur des choses qui peuvent arriver. Et donc, je trouve intéressant dans l'art contemporain d'aller voir des expos et de voir qu'est-ce que ces artistes disent de notre rapport au monde. C'est la même chose pour ceux qui écrivent des pièces de théâtre ou ceux qui font des chorégraphies. Tu les utilises comme des experts, du coup, dans ton consortium de prospectivistes? Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on mette un artiste dans le collectif. Mais pour moi, c'est aussi, je sais pas, je vais voir un spectacle de danse de Maria Teresa des Kersmaker. Finalement, les danseurs, par exemple, s'essoufflent. Tous. Tiens, je me dis, c'est intéressant parce que généralement, il n'y avait pas ça quand même dans des ballets. Et je me dis, c'est intéressant parce que finalement, danser par 50 degrés, ou danser quand il y a de la pollution, ou danser quand on est plus âgé, qu'est-ce que ça dit de ça ? Est-ce que c'est un fil intéressant ? Pourquoi ? Voilà. Donc, en fait, même quand je vois quelque chose où on va dire, non, c'est un ballet, c'est une chorégraphie, finalement, je trouve qu'il y a des pistes par rapport au futur. Pareil, quand j'ai été voir des pièces de théâtre, cette semaine, j'ai été voir Kling Klang, que j'ai adoré, où c'est deux personnes qui montent un meuble Ikea et qui sont dans une sorte de bricole comme ils peuvent pour essayer de monter ce meuble, et c'est très dur. Et en même temps, ils racontent leur lien de couple. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que je me suis dit, finalement, c'est l'art du bricolage. Et finalement, comment on bricole ? Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on bricole au sens pour réussir à fabriquer des trucs, et aussi on bricole dans nos vies. Et donc, finalement, c'est quoi la place du bricolage ? Et il se trouve qu'il y a aussi une autre pièce en ce moment qui cartonne, c'est le cas de le dire, qui s'appelle « Les gros patinent bien », où c'est qu'avec des cartons. Et pareil, je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est de nouveau une sorte de bricolage, mais même avec 2 bouts de carton, on voit complètement l'univers, on rit, voilà. Donc voilà, ça va être, je vois quelque chose et il y a une sorte de résonance et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça me dit de nos avenirs possibles ? Ce que je trouve passionnant avec toi, Cécile, c'est que tu es dans l'analyse et tu n'es jamais dans le jugement. Tu pourrais avoir... c'est hyper humain, le jugement quand même, tu vois. Et de dire, ça c'est négatif, ça c'est positif. Et on t'entend parler et c'est jamais dans le jugement. C'est toujours dans, j'ai regardé ça, je vais pas me poser la question de est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu. Je vais analyser ce qu'il y a derrière. Aller voir une pièce sur 2 personnes qui montent un meuble Ikea, tu pourrais te dire, pas tant. Tu vois, non, ça m'intéresse pas tant. Et pourtant, tu vas chercher, tu as une curiosité hyper intéressante. Alors, pour revenir là-dessus, il se trouve que la même semaine où j'ai vu ça, et j'ai vu une autre pièce qui s'appelle La Zone Indigo. Et sur le papier, donc La Zone Indigo, c'est vraiment une pièce de théâtre qui se projette dans le temps long et qui montre la montée du fascisme, le rejet des scientifiques et des scientifiques qui essayent d'inventer une innovation pour parler, on va dire, à des animaux. Parce que je ne veux pas trop révéler l'histoire de la pièce. Et finalement... on pourrait se dire, mais ça, c'est super, c'est hyper important que tu ailles voir ça, parce que ça va vraiment... C'est ton truc, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai pas trop aimé, parce que j'ai eu l'impression d'une série télé Netflix, et je me suis dit, franchement, je vais pas au théâtre pour être dans un rythme de série télé Netflix, pour être sur des personnages, un humour, etc. J'avais l'impression, alors forcément, on voit pas passer les 2 heures, on est complètement emporté. Mais par contre, dans l'autre pièce que j'évoquais, il y a parfois une lenteur, parfois des bricolages, parfois des temps morts. Et donc, ça m'est arrivé de revenir en tant que spectateur ou de bâiller ou quoi que ce soit. Mais du coup, je me dis finalement, ça a réinventé mon rapport au spectacle vivant. Il se trouve qu'on doit faire des choses avec les autres spectateurs, sans révéler, parce que je ne veux pas nuire aux 2 super acteurs qui le font. Donc, ils nous ont demandé de ne pas révéler. Voilà, j'ai trouvé intéressant de qu'est-ce que je fais avec les autres, voilà. Donc il y a des spectacles que j'aime beaucoup plus que d'autres. C'est pas forcément intuitif, c'est souvent contre-intuitif, et c'est ça aussi que j'aime bien. Quand je vis un truc contre-intuitif, je m'arrête et je dis tiens, c'est bizarre, c'est quand même contre-intuitif. Voilà. Donc non, j'ai quand même, il y a des choses que j'adore, des choses que je déteste. Oui, mais toujours dans l'analyse. C'est ça qui est fou, tu vois. Il y a une logique derrière. En fait, ce que je me dis, j'essaye de me dire. Finalement, quel est le lien entre mon émotion ? Voilà. Par exemple, là, pourquoi j'ai accroché, j'ai pas accroché ? Et je me dis,
mais pourquoi en fait? Et donc c'est vrai que j'ai un regard très questionnant sur le monde et j'espère qu'on pourra transmettre ça à nos enfants. Parce que pour moi, déjà, savoir se poser les questions, c'est fondamental. Ou aussi savoir se connecter à son émotion. Alors là, ça me donne mal au ventre. Pourquoi? Ou bien là, ça me donne une pêche. Pourquoi? Et ouais, pour moi, la capacité à interroger dans des questions ouvertes, c'est pas oui-non, c'est pas manichéen. Voilà, c'est pas manichéen, mais ouais, sentir ça, mais pourquoi? Et dans un sens comme dans l'autre, qu'on déteste ou qu'on Mais adore. totalement, c'est ça que j'adore. Mais du coup, d'ailleurs, ça se sent que ça va au-delà de juste ton job de 10h à 18h. Donc, c'est quelque chose que tu as l'air de vraiment intégrer aussi au quotidien comme une façon de vivre, quoi, en fait, d'avoir cette pensée du temps long. Mais comment est-ce que ça s'articule dans ta vie de tous les jours? Tu nous as parlé aussi de ta to-do list où du coup tu mettais des choses aussi sur 2 à 5 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en œuvre dans ta vie et qui sont un peu à l'opposé de notre diktat de l'immédiateté, des notifications WhatsApp et autres? Est-ce que tu as des notifications sur ton téléphone, par exemple? Alors, j'aime pas ça en fait. Voilà. Donc, j'essaye de pas. Par exemple, je sais pas, dans YouTube, j'ai pas d'historique. Ce qui fait que quand je vais dans YouTube, il y a aucune vidéo qui est proposée. Et donc, c'est moi qui, quand je vais dans YouTube, si je cherche une question, une chose, je vois s'il y a une vidéo qui existe. Donc, voilà, c'est remettre en premier point son choix, sa question, plutôt que subir un flux qui nous est poussé. Donc ça, je pense que c'est quand même vraiment, vraiment important. Après, plus anecdotique, mais ça m'a beaucoup amusée, avec des amis, le 31 décembre, on a fait un bingo. Donc en fait, on a fait un carré de 3 x 3 cases, donc il y avait 9 cases. Et qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de vivre dans l'année qui allait commencer. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que on l'a fait, il y avait un peu différentes générations, on va dire, autour de la table. Et c'était vraiment intéressant de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on met? Alors ça pouvait être, j'allais dire, un challenge genre plus plastique dans la salle de bain, comme ça peut être, j'aimerais trop un jour aller, je sais pas, à Reims, je suis jamais allée à Reims, ou bien voilà. Ou ça peut être, je vais prendre une nouvelle figure en gym, enfin voilà, selon les gens autour de la table. Et après, ce bingo peut être mis, par exemple, sur la porte de la chambre, mais du côté où voilà, les gens ne le voient pas, c'est dans votre chambre. Et quand vous sortez, vous vous dites, tiens, c'est quoi les cases du bingo? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en ai fait? J'en ai pas fait? Et aussi le fait de le faire dans un collectif, on peut s'entraider. Si moi j'ai mis quelque chose dans mon bingo, un de mes amis il peut m'appeler en disant, alors attends, j'ai vu tel truc, je te l'envoie, regarde, ça colle tellement à ta case du bingo sur tel truc. Ou bien de se croiser en disant, alors ton bingo, t'en es où sur telle case? Et voilà, donc en fait, ça crée une dynamique, pas que individuelle, mais collective, sur ce qu'on a envie ou pas de vivre. Et on peut faire évidemment un bingo des 10 prochaines années. Et c'est une autre forme de vision board, en fait. Oui, alors il y a aussi cette pratique qui est donc de découper dans des magazines des mots, des couleurs, des images. C'est aussi très intéressant parce que ça reste beaucoup plus abstrait. Voilà. Tu peux mettre des couleurs et tout, c'est artistique. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de pratiques, j'ai remarqué maintenant, de bilan. Des gens qui font leur bilan de l'année et qui se projettent comme si le moment pour penser le temps était cristallisé autour de cette époque. Donc c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a des moments pour penser le temps long. Donc par exemple ce moment-là, mais dans une entreprise, ça peut être quand on va faire un nouveau cycle stratégique, ça peut être... donc c'est aussi intéressant pour moi de se dire quels sont les... Qu'est-ce qui fait qu'on a ce moment temps long? Totalement. Ça me fait penser à toi. Il y a quelques années, je te disais, oh tiens, j'aimerais bien m'offrir une Apple Watch et tout, ça serait hyper pratique, j'aurais toutes mes notifs au bout de la main, hyper pratique. Et elle m'avait complètement ruiné mon idée en me disant, mais tu vas pas être esclave de tes notifications. Et elle m'avait fait réfléchir, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, si j'ai pas mon téléphone à l'instant T, c'est que je veux pas l'avoir et je veux me concentrer sur ce que je veux faire. Et donc, je veux pas être perturbée par des appels, des SMS, des mails qui popent sur mon poignet, alors que j'ai fait exprès de le laisser dans mon sac, ce téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Le genre de choses. Je refuse aussi les notifications et les choses non désirées. Dans tout ce marasme technologique, effectivement. Mais en fait, au-delà de la technologie, parce que les choses imposées, c'est pas uniquement par la technologie, c'est vraiment difficile aujourd'hui de reprendre cet espace à soi.
C'est une lutte, hein. C'est pas du tout... c'est un sport de combat. Faut se forcer, ouais. Là, ça me fait penser à une autre anecdote qui, je pense, est vécue par plein de gens. Mais cette frénésie de j'ai plein de choses à faire et d'urgence, etc. Il y a un moment au début du lancement d'Arcane où Alexia elle était en congé maternité. Et moi, je me suis retrouvée à lancer une salle d'escape game, un jeu grand public, à gérer les demandes des clients, machin. Et du coup, je me suis retrouvée à, moi, gérer mes mails depuis le bus pour essayer de gagner le maximum de temps. Et en fait, je me suis dit à un moment, je vais craquer. Et du coup, c'est vraiment le moment où je me suis dit, mais en fait, si je n'ai pas le temps, il faut que je le prenne. Parce qu'en fait, on le gagne jamais. Et en fait, cette frénésie d'aller chercher tout le temps plus d'efficacité pour espérer le Graal à un moment de ça va s'arrêter, ça n'arrive pas, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, tant pis, en fait, le moment dans le bus, c'est mon moment dans le bus. Et je ne vais pas répondre aux mails parce qu'en fait, sinon, je vais entretenir cette frénésie qui ne s'arrêtera jamais. Et moi, je vais craquer. Et donc, du coup, c'était le choix paradoxal de quand on n'a pas le temps, il faut le prendre parce que sinon, il n'existe plus, en fait, il est perdu. Mais c'est très, très, très difficile pour beaucoup de gens. Et d'où aussi cette tendance... assez lourde de problèmes liés à la santé mentale, de problèmes de dépression, de burn-out, et au-delà de ça, de problèmes physiques. C'est-à-dire que si le corps est sans arrêt dans ce rythme, physiologiquement, on peut tomber malade, voilà. Mais c'est pas du tout facile de sortir de ce schéma. Hein. Et bravo d'avoir pris conscience, parce que parfois même, on n'a pas conscience immédiatement. Hein. On se le rappelle très régulièrement. Parce que des fois, comme tu dis, c'est difficile, t'as la tête dans le guidon, donc des fois on se le dit. T'as pas le temps, stop, arrête-toi. Mais moi j'ai une autre question. C'est quoi la place de la spontanéité dans ta vie ? Toi qui penses au temps long tout le temps. Eh bien, pour être spontané, il faut du vide. Ouais. Donc ça veut dire, avoir des jours où il y a vraiment rien. Et voir du coup ce qui sort. Et c'est accepter quoi ? C'est accepter que vendredi, il se passera rien de prévu. Et c'est pas facile aujourd'hui. Ouais. Parce que finalement, pareil, on a des injonctions qui arrivent, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment difficile. Deuxième chose, c'est, je sais pas, avoir des pratiques genre le yoga ou, je sais pas, la méditation, ou même quand on joue de la musique, on retrouve ce rapport vraiment dans l'instant, dans le plus fort, en fait. On est vraiment dans ce qu'on joue, on oublie absolument tout. Je pense pas qu'on puisse jouer un morceau en pensant « Ah tiens, j'ai oublié d'acheter le pain », ou enfin, ça n'existe pas, quoi. Mais de nouveau, c'est des pratiques... ça demande de sauvegarder des espaces de cette pratique. Et après, moi, je me sens plutôt très spontanée. Hein. C'est-à-dire que parfois, je vais être complètement enthousiaste, je vois un truc, je suis là, oh, trop bien, souvent, je suis comme ça. Ou bien, parfois, je peux avoir les larmes aux yeux de voir une situation. Enfin, voilà. Donc, je pense pas que... Enfin, pour moi, c'est pas antithétique être spontané et penser le temps long. Du coup, justement, là, on voit que c'est aussi une hygiène de vie aussi, de se garder ses sas. Mais si on revient du coup au monde de l'entreprise, tu nous parlais en préparant l'épisode de corporate hacking. C'est un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les failles du système pour y remettre un peu de liberté, un peu justement de temps long. Qu'est-ce que ça représente ? Comment est-ce qu'on peut justement jouer avec ça ? En fait, comme vous parlez beaucoup des règles du jeu, c'est vraiment le lien de votre podcast. Pour moi, les règles du jeu, ça évoque vraiment la sociologie, au sens où, dans les organisations, il y a une règle du jeu. Et en fait, beaucoup de sociologues ont regardé des organisations et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a des règles du jeu, mais il y a des gens qui savent jouer avec la règle du jeu. Et ils vont se servir d'une ambiguïté. Donc, par exemple, on peut penser, j'ai n'importe quoi, que dans une usine, le chef, c'est le patron de l'usine. Et en fait, les sociologues vont dire, mais en fait, non. Par exemple, le chef, ça peut être le réparateur des machines de l'usine. Parce que si les machines sont cassées, il ne se passera rien dans l'usine. Donc, lui peut jouer, par exemple, le patron peut ne pas savoir combien de temps il faut vraiment pour réparer cette machine. Est-ce que c'est 2 heures ? Est-ce que c'est 1 semaine, 2 semaines ? Donc, lui-même se retrouve avec être acteur, avoir une zone pour bricoler, pour se donner, lui, sa propre règle, etc. Et donc, par analogie, on peut voir aujourd'hui que même dans des très grandes institutions, il y a des tendances à avoir ces espaces-là.
Donc, j'allais dire, un des exemples, c'est dans les entreprises où, en tout cas, les gens codent, développent des projets informatiques. Il y a des études qui montrent que, par exemple, il leur faut, par exemple, je sais pas, 4 heures dans la journée. Et en fait, sur les 2 ou 3 autres heures, ils vont développer leur propre projet. Et c'est pas forcément nuisible à l'entreprise, parce qu'en développant un autre projet parallèle, même si l'entreprise peut se dire « Ah, il est en train de me hacker du temps de travail », et finalement, parfois, ils ont des idées qui vont nourrir le projet de l'entreprise. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les slashers. C'est-à-dire qu'on peut être postier, mais on peut être postier et, je sais pas moi, tatoueur, etc. Et donc, en fait, c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce que ça dit d'avoir ça. Donc, même quand il y a des règles du jeu, il y a toujours des marges de liberté. C'est ce qu'apprend la sociologie. Et souvent, c'est en commençant par ces temps magiques qu'on finit par changer les choses. Mais c'est pas évident de faire des choses sur du temps magique, parce qu'on revient au fait que mais nos journées n'ont que 24 heures, donc comment on fait, quoi. Mais du coup, c'est quoi la première étape ? Qu'est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont des potentiels Fanny et Alexia aussi, qui sont soit dans leur entreprise, soit qui ont leur propre entreprise, comment on fait ? C'est quoi la première étape ? En fait, ça dépend d'où on veut aller. Comme le dit Dardaillon, c'est la méthode ABZ. C'est-à-dire qu'on est A, on veut aller à Z. Là, je parle du livre Anti-Chaos. Et le pas le plus important, c'est B. En fait, c'est le première étape. Donc, il n'y a pas une réponse. Ça dépend où la personne veut aller. D'où on revient à la question de où est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans. Eh bien, donc la première étape, ce serait de prendre le temps de se dire où est-ce que je vais être dans 10 ans ? Bah oui, où est-ce que je veux aller ? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que je vais faire aujourd'hui, demain ou cette semaine ? Et voilà. Et parfois aussi, le où je veux aller va changer. Mais du coup, se le dire en conscience, en disant, en fait, je pensais vouloir aller là. En fait, non. En fait, voilà. Donc, c'est aussi être à l'écoute. Rien n'est dans le marbre. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, chaque jour, on construit l'avenir. L'avenir, il n'est pas écrit. Et quand les gens me disent, mais redonne-nous envie de l'avenir, j'en dis, mais en fait, l'avenir, il n'est pas écrit. C'est ce que chacun va faire chaque jour. Est-ce que ça relativise pas justement la notion d'échec, finalement ? Que rien n'est échec et que tout est en mouvance et qu'il faut accepter justement que ce qu'on veut aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'on veut demain et c'est OK. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de voir, par exemple, qui prennent 2 entreprises, 2 organisations et qui disent « Ah, celle-là a réussi, celle-là a échoué ». Finalement, déjà, on apprend beaucoup de celle qui a échoué. C'est aussi, pour apprendre de ce qui a échoué, c'est aussi oser le partager. Oser dire, là, on a raté un projet. Or, souvent, les personnes ont peur. Déjà, elles ont peur de dire devant leur chef, là, en fait, ça rate. Donc, comment créer une culture où on peut dire ça ? Où on peut dire, là, ça rate. Partage d'expérience. Ouais, mais c'est pas facile. Ça demande vraiment de créer une culture où c'est OK, comme l'expression que tu as employée. Voilà, donc il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. J'allais te poser une question, mais du coup, en fait, je me rends compte que c'est l'inverse. J'allais te demander, est-ce que du coup, penser le temps long, c'est pas une excuse à de l'inaction un peu pour aujourd'hui ? La procrastination. Et en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est en fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est de pas penser le temps long qui rend inactif aujourd'hui. Parce que du coup, on est dans le fatalisme et pas du tout dans une dynamique où on se dit j'ai une vision, j'ai un futur possible et donc du coup j'ai des moteurs d'action. C'est un peu ça que tu dis. C'est exactement ça. C'est vraiment, merci parce que c'est une très très bonne synthèse. Et c'est vraiment, et c'est vraiment ce qui me fait écrire ce livre là sur le pouvoir du temps long. Et c'est marrant parce que comme je l'écris en ce moment, chaque mois, j'écris un chapitre. Et donc, chaque mois, chaque rencontre résonne. Donc là, c'est marrant aussi parce que je me nourris de cet échange pour me dire dans mon livre, je devrais quand même aussi expliquer ça. Dans mon livre, j'ai tellement hâte de le lire. Et voilà. Et donc, c'est... En fait, en approfondissant même pour moi-même parce que, voilà, moi, c'est ma façon de vivre. Donc, du coup, ça me donne un peu un recul sur comment moi, je fonctionne pour essayer de transmettre aussi quelques clés. Après, chacun invente son rapport au temps, bien sûr. Et ça reste un construit social. En bonne sociologue, je dis tout le temps ça. Mais voilà, j'espère que du coup, le livre va donner comme ça des billes pour essayer d'avoir un tout petit peu cette vision long terme. Et, moi, j'ai aussi une question qui découle de ça, c'est que j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a un lien avec la motivation. On l'entend, tu le disais par rapport au violon, par exemple, il y en a qui lâchent au bout de 2 ans et tu dis, oui, mais c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et en fait, on a un peu cette tendance à se dire que dès qu'il y a un effort un peu long à faire, on va pas le faire. Ou alors on s'arrête au bout de quelques temps.
Toi, du coup, tu as l'air d'avoir quand même mis en place une exigence de pouvoir construire ta vision de ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Comment ça se conjugue en termes de motivation au quotidien ? Alors, c'est marrant cette question parce que souvent, j'entends les jeunes dire « flemme ». Ouais. Ah oui. Le mot qui revient, c'est Ouais. flemme. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une vraie question pour moi. Comment est-ce qu'on redonne le goût de l'effort ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut redonner ce goût-là, alors que finalement, on est dans un truc où en un clic, on a commandé notre produit, enfin, je sais pas. Donc, sortir de, j'allais dire, l'adrénaline, la dopamine, et aller vraiment dans la sérotonine, enfin, c'est quelque chose. Et non, j'ai pas la réponse. Et je vois autour de moi des gens qui ont le goût de l'effort, des gens qui l'ont pas. Mais j'ai pas les ingrédients. Là, j'ai pas les ingrédients. Mais effectivement, c'est ça. C'est finalement comment est-ce qu'on garde le goût de l'effort, comment est-ce qu'on cultive une sorte de feu sacré là-dessus. Moi, je pense que ce qui m'aide, enfin, c'est le ressenti que j'ai que un peu ma raison d'être, les Japonais diraient mon ikigai, c'est de transmettre le temps long. Donc finalement, que j'écrive un livre, que j'enseigne, que je fasse une étude ou que je dise oui à venir dans ce podcast, c'est toujours ça. Donc finalement, comme ce feu est tout le temps là, finalement, même quand je suis au théâtre, je me dis « Ah, comment ça ?» Voilà, donc ça résonne. Mais il y a des tas de gens qui ont d'autres raisons d'être. Mais être clair là-dessus. Mais t'as trouvé ton ikigai, ce qui n'est pas valable pour tout le monde. Donc c'est peut-être là la différence, tu vois. Mais peut-être que chacun peut réfléchir à ça. Finalement, Totalement. c'est peut-être un moment. Parce qu'en fait, après, ça, même si de l'extérieur, on dit « Ah là, mais elle fait des efforts, c'est incroyable », en fait, non. On ne se rend même pas compte que c'est un effort. Là, parce qu'on est dans une sorte de flow et on est bien. Et donc, oui, on ne sent pas l'effort. C'est vraiment... oui, c'est peut-être en discutant comme ça qu'on se rend compte que peut-être l'ikigai... Tu sais, en tant que game designer, c'est notre métier à nous de réussir à faire en sorte que les joueurs restent concentrés du début du jeu jusqu'à la fin du jeu. Et nous, on a des outils pour ça. On a plein de choses. Et en l'occurrence, on a le parallèle entre quête principale et quête secondaire. Et on pourrait imaginer que l'ikigai est la quête principale et la vie est remplie de quêtes secondaires qui nous mènent progressivement à l'ikigai et donc ce schéma-là ferait partie du fameux vision board de la vision temps long, pas long terme, temps long, qu'est-ce que je mets en place, moi, comme quête secondaire tout au long de ma vie. Et ça peut être par an, par mois, par semaine, par jour, par heure, par minute, peu importe, et qui vient nourrir ce feu sacré à l'intérieur de soi. Alors, ça me parle beaucoup. C'est l'idée de dire ne pas voir la montagne, mais les petites étapes. Exactement. Et c'est vrai, pour prendre un exemple, moi, quand j'étais en thèse de doctorat, à la fin de la première année, je me suis dit « Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, c'est vraiment pas possible, parce que la thèse, il faut creuser le même millimètre carré pendant 4 ans. » Or, moi, je suis une hybride, donc j'étais là, mais trop en lien avec ça, trop en lien avec ça. Et mon directeur de thèse disait, non, reste Cécile, concentré. Le millimètre carré, là, et tu continues de creuser. Donc, au bout d'1 an, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc. Et puis après, pendant l'été, je me suis dit, mais attends, la thèse, c'est juste une étape parce que je m'intéresse à ce sujet. Donc, certes, c'est frustrant parce que pendant 4 ans, on me remet tout le temps la tête sur ce millimètre carré, mais finalement, il y a peut-être le monde dans une goutte d'eau. Et peut-être en allant dans ce millimètre carré aussi profond, finalement, il y a peut-être tout le reste dedans. Et donc, je suis arrivée en septembre. Et donc, mon directeur de thèse pensait que j'allais lui dire, voilà, je démissionne. Et je suis arrivée, j'ai dit, voilà, je continue. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est, vous aimez faire la thèse ? Je suis non, je déteste ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Et je lui dis, non, mais voilà, je lui ai expliqué Justement, je lui ai dit, non, mais c'est une étape. Voilà, et sur un... Et donc, il était assez... il me dit, bon, si vous faites ça aussi bien une chose que vous détestez, on peut continuer. Voilà. Et donc, j'ai vraiment... j'ai pas du tout aimé mes 4 ans de thèse. J'étais hyper contente que ce soit fini. Mais aujourd'hui, je suis très, très contente d'avoir fait ce geste. Ouais. Donc oui, c'était une quête secondaire, pas forcément ma préférée, on va se le dire, mais finalement, par rapport à ma quête principale, absolument indispensable. Ouais. Et aujourd'hui, quand j'écris le livre, je me rends compte à quel point j'utilise plein de références académiques. D'ailleurs, je ne sais pas si mon éditeur va me laisser les mettre parce que c'est genre non, mais le monde académique, non, voilà. Je peux comprendre, parfois ça fait peur aux gens, mais en fait, pourtant, cette pensée-là, elle est construite, elle est revue par des pairs. Donc finalement, c'est un mécanisme de temps qui certes est douloureux, certes n'est pas facile, mais qui finalement donne aussi, peut-être aussi plus
confiance parce que ça a été maturé, parce que ça a été pensé, voilà. Donc non, ça me parle beaucoup. Et donc oui, les quêtes secondaires, et donc regarder les petites étapes et pas la montagne. Et puis aussi accepter que certaines étapes sont pas forcément uniquement confortables. C'est ça. C'est ça, le plaisir qu'on retire dans tout ça, il est peut-être pas... faut accepter que ça fasse pas toujours plaisir. Ça fait partie du jeu aussi, en fait. Un autre métaphore qui me vient, c'est quand on fait du violon, il faut faire des gammes. Ouais. Et alors, mais c'est pénible. Mais alors, c'est pénible. Mais alors, vraiment. Et en fait, si on n'a pas fait ces gammes, après, quand on veut jouer un truc qu'on rêverait de jouer, un super concerto, en fait, on peut pas. Parce qu'en fait, les doigts suivent pas, on sait pas où les mettre, etc. On n'a pas les gammes dans les doigts. Et voilà. Et honnêtement, est-ce que c'est du plaisir au quotidien ? Non. Et en fait, quand je vois, pareil, un très, très grand musicien à la Philharmonie, je me dis, c'est génial. Et souvent, je me dis, oh là là, le nombre d'heures qu'il Voilà. Et on peut croire que, par exemple, devant un piano, on est libre, parce qu'on peut appuyer comme on veut. Mais en fait, être libre de jouer du piano, c'est avoir fait des tas d'efforts pour apprendre l'harmonie, pour apprendre les retournements d'accords, pour apprendre plein de choses. On arrive à la fin de ce podcast. Cécile, si tu croisais la Cécile il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Continue de croire en qui tu es. C'est qu'une quête secondaire pour l'instant. Voilà. C'est une quête secondaire, continue. On a l'habitude de clôturer ce podcast avec le mot de la fin. Avant le mot de la fin, moi j'aimerais ta recommandation jeu, parce que tu nous as dit que tu es une grande joueuse, Fanny et moi évidemment aussi. Et puis voilà, quel est ta reco jeu, là tout de suite, maintenant, à l'instant T ? En fait, moi j'aime bien les jeux collaboratifs, et donc je dirais The Crew par exemple. Voilà, et je laisse les gens aller voir. Comment ça ? The Crew, C-R-E-W. Ok, d'accord. Et voilà, c'est des quêtes, allez, j'en dis un peu plus, c'est des quêtes dans un équipage, dans une navette spatiale. Et en fait, chacun individuellement a une quête à faire, mais pour que chacun individuellement arrive à faire sa quête, il faut que le collectif fonctionne. Okay. Et du coup, pour moi, on revient en fait à cette histoire de quêtes secondaires et de grandes quêtes. Les quêtes secondaires ou les grandes quêtes se font jamais seules. Ouais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et encore plus quand c'est une quête difficile, inconfortable. Et voilà, donc pensez à votre équipage. Ok, très bien. Merci beaucoup pour la reco. Fanny, est-ce que tu as le mot de la fin ? En mot de la fin, j'aurais envie de dire temps long, même si ça paraît être évident, mais du coup, je comprends beaucoup plus comment est-ce qu'il peut être important dans le quotidien et en quoi ça peut être vraiment une arme de paix aussi, comme tu le disais, de ne pas se laisser embarquer justement par ce quotidien qui est un peu chamboulant en se disant que tout est figé. Enfin voilà, moi c'est vraiment ça que je retiens de nos échanges. Moi, c'est la notion de patience. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre un peu de négatif derrière le mot patience. Attends, ça va venir. Et en fait, tu as redéfini pour moi le mot patience. Et ça a du sens. En fait, maintenant, la patience, la prise de hauteur, la prise de recul a beaucoup de sens après cette 1h30 de podcast qu'on a fait ensemble. Donc, merci beaucoup, Cécile. Et on attend ton mot de la fin. En fait, pour moi, c'est merci. Parce qu'en fait, dans cet échange, j'ai l'impression d'avoir pu prendre aussi une autre perspective sur ce que je fais au quotidien, par ces pas de côté, ces interrogations. Et donc, vraiment, merci pour vos questions. Et continuez d'inventer des jeux, parce qu'en fait, les jeux, c'est des petites simulations de plein de possibles. Et vraiment, j'ai l'espoir qu'en jouant, on apprend des mondes possibles, on rit aussi, et on recrée du lien. Donc, les jeux, c'est pour faire de belles équipages. Donc, merci aussi pour ça. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de faire un jeu ensemble, Cécile. La porte est ouverte. Ah, mais totalement. Merci beaucoup à tous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On attend beaucoup vos commentaires. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Game Changer. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode de Game Changer vous aura plu. D'ici au prochain épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis en attendant, jouez, il y a tout à y gagner.